Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du test du JT consacré cette semaine à Hellblade 2, la nouvelle exclue Xbox qui a fait couler beaucoup d'encre lors de son annonce, présentée comme une vitrine technologique. Alors, est-ce que Xbox, cette fois-ci Microsoft, réalise un sans faute avec ce nouveau jeu? Avant de répondre à cette question, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Allez, sans plus attendre, générique! Avant de rentrer dans le vif du sujet de l'histoire, sachez que le jeu propose un résumé des événements passés dans le premier opus et que même si c'est une suite, les deux aventures sont totalement dissociées l'une de l'autre. Donc n'ayez crainte, vous pouvez faire le 2 sans avoir fait le 1. Nous retrouvons Senua, héroïne du premier opus, cette fois-ci en prise avec des esclavagistes, ses démons et des géants. L'aventure commence par un naufrage en pleine tempête où elle échoue sur les côtes rocheuses d'une nouvelle contrée. Et quand je dis rocheuse, il n'y a pas que la côte qui est rocheuse, une bonne partie de l'aventure se déroulera dans des paysages rocailleux. Et si les bandes annonces étaient à première vue alléchantes, je suis resté sur ma faim sur ce début d'aventure, surtout graphiquement, mais j'en parlerai un peu plus tard dans la rubrique graphisme et technique. Mais revenons à l'histoire, vous allez arpenter une nouvelle contrée afin de sauver les gens qui ont été réduits en esclavage. C'est au long d'un terrible et éreintant périple, d'une durée assez courte de 7 heures, que vous finirez le jeu à travers un dédale de couloirs dirigistes, comme jamais, au point même de voir apparaître des taches blanches sur les objets avec lesquels vous pouvez interagir comme des portes ou des prises sur rocher. Ceci dit, je me questionne encore sur la pertinence de celle-ci, quand le jeu vous laisse tout simplement pas d'autre choix que d'emprunter ce chemin. Vous finirez le jeu sans grand mal, le jeu ne propose aucun mode de difficulté, et étant, selon la page Xbox, lui-même défini comme une expérience cinématographique. Peu ou pas de challenge vous attendent ici. Seul petit point de consolation, vous devrez trouver des totems ou des petits arbustes pour avoir un supplément de l'or. Ici, aussi rien de transcendant, mais cela vous donnera l'illusion de casser un petit peu ce long couloir, même si clairement, il faut en vouloir pour les rater. L'un des gros points forts du jeu est cette sensation étrange, voire dérangeante, que l'on n'est jamais seul alors que le personnage, pendant une bonne partie de son périple, est seul. Senua, ayant une pathologie mentale, est accompagnée de deux voix qui parlent et commentent en continu les choix et décisions de Senua. Et j'ai trouvé ça très dérangeant et vraiment extrêmement bien joué de la part des développeurs qui vous font ressentir ce que peuvent vivre les gens atteints de pathologies comme celle-ci. Ici, qu'on se le dise, pour moi, nous ne sommes pas en présence d'un jeu vidéo, mais effectivement d'une expérience cinématographique interactive, renforcée par un aspect narratif que j'ai trouvé très bien joué, qui vous fera passer tantôt de la joie à la tristesse, en passant par la peur et la colère. Un pêle-mêle d'émotions qui vous feront éprouver beaucoup d'empathie et de sympathie pour notre héroïne, qui se bat en continu contre le monde extérieur et surtout contre son monde intérieur. Cette mise en scène est appuyée par une bande-son extraordinaire, tantôt discrète, tantôt prenante pendant les phases d'action où celle-ci s'emballe. Ici, l'audio œuvre à rendre certaines scènes magistrales. Et c'est pas tout, au-delà de la musique, le son par exemple des gouttes d'eau qui tombent et qui ruissellent le long de la roche est extraordinaire. L'un des meilleurs sound design que l'on peut trouver de nos jours dans un jeu vidéo. Mais bien sûr, même si au final l'histoire est quand même cool et la musique très bonne, le jeu, lui, nous a été vendu comme une vitrine technologique. D'un point de vue graphisme, alors qu'en est-il? Graphiquement et techniquement, le jeu souffle aussi bien le très beau que le moins beau. Alors oui, le jeu est beau et offre des panoramas à couper le souffle avec une gestion des éclairages extraordinaire, surtout de journée. Et aussi, lors des phases à la torche où la qualité du feu sur celle-ci et les ombres projetées sont là encore de très bonne facture. Gros point fort aussi, la palette de couleurs utilisée pour le jeu qui rapproche celui-ci de cet effet photoréaliste et vient encore un peu plus amincir la séparation entre un jeu et un film. Toutefois, le jeu manque de variété d'environnement. Et comme je vous le disais précédemment, vous risquez de développer une petite allergie aux rochers en vue du nombre de paysages que l'on traverse qui sont faits de roches et de falaises. Et effectivement, si le jeu est pour moi l'un des plus beaux, et je n'ai pas dit le plus beau, mais l'un des plus beaux graphiquement que l'on puisse trouver de nos jours, celui-ci se retrouve un peu terni par une technique qui n'est pas toujours à la hauteur de l'œuvre proposée. Rien que le début en dit long. Pour moi, la séquence de démarrage souffle un peu le front.
Le studio a voulu se montrer ambitieux et commencer le jeu par une séquence en pleine tempête sur un littoral où la mer est déchaînée sous une pluie torrentielle. L'eau fait partie des éléments les plus durs à représenter dans un jeu vidéo. Et malheureusement, si le mouvement de la mer est très bien fait, l'effet des vagues qui se cassent sur les rochers et les projections d'écume sont pour ma part ratés. Pareil pour la pluie. Si on ressent vraiment la tempête et la pluie diluvienne, le côté humide de la situation, les impacts de la pluie sur les rochers ne correspondent pas du tout à l'endroit où la goutte de pluie tombe, comme si l'impact avait été codé sur le rocher lui-même et pas par rapport à l'impact réel de la goutte. Et c'est pas tout, même son de cloche pour la lave, où par exemple dans cette séquence vous voyez la coulée de lave arriver vers vous et clairement, je suis désolé mais là aussi c'est raté. On dirait que le studio a eu beaucoup de mal à représenter les liquides en mouvement et cela est bien dommage car ça nous sort de l'immersion de la scène. Pareil lors d'une séquence dans une grotte avec torche. Si vous observez bien la flamme, au lieu de se trouver piégée par le haut de la grotte, elle passe tout simplement à travers la texture. C'est vraiment dommage car on sent que le jeu a un très gros potentiel mais il manque de finition et cela lui fait tort. Et pour finir, avec l'aspect négatif de la technique, le jeu est vide. Vous allez parcourir des couloirs et encore des couloirs sans croiser de PNJ ou d'animaux, rien. Juste vous et parfois quelques compagnons dont leur compagnie ne durera que quelques minutes. Toutefois, tout n'est pas à jeter techniquement dans le jeu. Le Chara Design est, à mon avis, le meilleur que l'on puisse trouver sur le marché actuellement. C'est incroyable ce que le studio a réussi à faire. Les personnages sont plus vrais que nature, la peau, le visage, les expressions faciales sont juste ahurissants, au point que, comme dans un film, on perçoit aisément les intentions, les émotions, les sentiments des personnages, du jamais vu dans un jeu vidéo. Gros bravo aux développeurs. Là encore, la frontière entre un vrai acteur et un avatar, s'amincit. Mais alors, après tout ceci, à quoi peut-on s'attendre d'un point de vue gameplay? Eh ben, on prend Hellblade 1 et on change strictement rien. Je vous explique. Ici, nous sommes en présence d'une expérience cinématographique. Et clairement, ne vous attendez à rien d'extraordinaire d'un point de vue sensation à la manette, il n'y a aucune sensation. Le jeu offre certaines séquences de combat qui en fait sont plus ici chorégraphiées et se veulent minimalistes. Un bouton d'attaque normal, un autre pour l'attaque lourde, un pour l'esquive, un pour parer et enfin un pour déclencher une attaque spéciale. Et vous aurez fait le tour de la boucle de gameplay des combats. Il suffira soit de parer ou d'esquiver, puis de frapper l'ennemi pour en venir rapidement à bout. Ces séquences, comme dans le 1, n'apportent pas grand chose au jeu et se retrouvent vite redondantes, car à chaque fois, c'est une séquence d'affrontement de plusieurs ennemis successifs. Au-delà des combats, vous aurez aussi quelques phases d'énigmes à résoudre, là aussi rien de bien dingue, et on sent que ces phases sont juste là pour gonfler la durée de vie du jeu qui n'est pas très grande. Et on pourra aussi reprocher au jeu que Sanua est capable de courir très vite lors de phases de gameplay scriptées, mais que le reste du jeu visiblement elle se bride en courant à petite foulée, ici aussi un choix des développeurs pour pas venir à bout du jeu trop rapidement. Vous l'aurez donc compris, ce jeu n'est clairement pas un jeu à gameplay, mais vraiment un jeu immersif avant tout. Au final, quel est mon avis sur ce jeu? Ce jeu, aussi court qu'il puisse être, est avant tout une expérience cinématographique interactive. J'ai même pris plus de plaisir à regarder mes captures pour faire cette vidéo que manette en main. Le jeu est très beau, mais un manque de finition vient porter préjudice à l'ensemble de l'œuvre. Si vous cherchez du gameplay, ce jeu n'est pas fait du tout pour vous. Il est le même que Hellblade 1 avec des graphismes améliorés. Mais toutefois, pour son côté narratif et immersif dans les émotions, je le conseille. Et ici, le studio Ninja Theory a traité l'un des sujets majeurs de la société, la santé mentale et la folie qui, pour ma part, n'est pas assez représentée dans les jeux vidéo ou dans les médias contemporains. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le jeu. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce jeu. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test du GT. En attendant, prenez soin de vous. Bye.